Je me suis garé devant l'immeuble, le moteur encore allumé, le radiateur protestant dans un cliquetis irrégulier. Le bâtiment s'élevait sur 4 étages, une masse de béton grise, érodée au point de se confondre avec le ciel voilé. Des fissures sillonnaient la façade en diagonale fine. Quelques-unes avaient été grossièrement colmatées à la mousse expansive, mais la majorité restait béante. De rares unités de climatisation rouillées bourdonnaient aux étages supérieurs, et derrière certaines fenêtres, des visages émaciés observaient la rue. Certains disparaissaient à ma vue, d'autres restaient figés, indifférents à ma présence. Un ruban jaune barrait l'entrée principale. 2 agents en uniforme stationnaient de part et d'autre, l'air épuisé, comme s'ils n'avaient pas dormi depuis des jours. L'un d'eux hocha la tête en me voyant approcher et souleva le ruban. « Détective Hanley », dis-je en brandissant mon insigne avant qu'il ne le demande. « 3e étage, appartement 3C. Vous allez vouloir voir ça vous-même. » Je ne répondis rien. Il sembla soulagé par ce silence. L'escalier empestait la moisissure et le détergent bon marché, probablement un nettoyant industriel. Quelqu'un avait tenté, sans grande conviction, de laver une traînée de sang qui s'étirait depuis la porte du logement jusqu'au bas des marches. Des rats détalèrent à mon passage, disparaissant dans les recoins sombres. La porte de l'appartement 3C était ouverte, maintenue ainsi par une cale coincée sous la charnière. 2 autres policiers se trouvaient à l'intérieur. Aucun ne prit la peine de me saluer. L'un griffonnait dans un carnet à spirale, l'autre, pâle comme un linge, restait figé, les bras croisés, le regard fuyant. Je pénétrai lentement dans la pièce, sans rien toucher. L'air était moite, presque épais. Dans un coin du salon gisait ce qui avait été une femme. Son corps, réduit à un tas disloqué, avait été projeté avec une force inhumaine. Ses membres tordus, son cou rompu à mi-hauteur de la colonne, et sa mâchoire pendant, retenue à peine par quelques fibres musculaires. L'agression avait été brutale, dire. Le sang maculait le sol en vinyle, en éclaboussures blanches et traînées épaisses. Certaines zones avaient séché, d'autres restaient encore poisseuses. Il manquait un bras au cadavre. Je gardais ma respiration calme, mes gestes maîtrisés. Les murs n'étaient pas endommagés, aucun meuble renversé, aucun objet cassé. Pas de signe de lutte. Elle était morte là, debout, sans riposte. Ce n'était pas une bagarre qui avait mal tourné, c'était une exécution. Qui l'a trouvée ? Demandai-je. Une voisine, 2 portes plus loin. Elle a appelé après avoir entendu des cris. À 10h20, porte verrouillée. Pas de traces d'effraction. La chaîne de sécurité était toujours en place. Quand on est arrivé, on a dû l'enfoncer. Et les rats, ils étaient déjà là quand on est entré. On ne peut pas dire combien de dégâts ils ont causés, mais elle était déjà morte depuis un bon moment. Je m'approchais du corps. Les mains étaient intactes. Aucune blessure défensive. Je soulevai doucement son menton avec mes gants pour observer la bouche. Du sang, mais issu de l'impact. Pas de traces de bâillonnement. Rien sous les ongles, aucun cheveu, aucune fibre sur ses vêtements. Même sa main restante ne portait pas de traces de lutte. Tout indiquait qu'elle n'avait pas eu le temps de réagir. L'appartement était d'un calme presque banal. Un salon, une pièce, une kitchenette ouverte, des livres soigneusement empilés, près de la télé, un verre à vin séchant à l'évier. Elle menait une vie paisible. Pourtant, son frigo avait été fouillé. Ce meurtre était prémédité. Je laissai la scène à la police scientifique et partis interroger les voisins. Dans le couloir, un homme en débardeur gris m'attendait, adossé à sa porte, les bras croisés. Ses yeux paraissaient creux, humides. « C'est vous qui avez appelé ?» Il secoua la tête. « Non, c'est Flora, au bout du couloir. » Mais j'ai entendu. C'était rapide. Des bruits sourds, des coups. J'ai cru entendre un cri muet. Je sais pas. Mais c'était violent. Pas le genre de bruit habituel. Elle était toujours très discrète. Jamais un mot plus haut que l'autre. Pas de visite. Rien. Je pris ses coordonnées et vérifiai ses mains à la recherche de marques. Rien. Son alibi, une commande livrée à 10h19, confirmée par son téléphone. Les 2 voisins suivants donnèrent des versions similaires. Une femme pensa à une dispute conjugale. Un autre travaillait de nuit. Tous la connaissaient de prénom. Aucun n'avait de griffes. Puis l'étrange vieille femme de l'étage supérieur me dit « Je le savais. Quelque chose allait arriver. Il y a toujours un truc qui gratte dans les murs. »
Ça bouge. Des rats? Demandai-je. Elle ne répondit que par un regard fixe, opaque. Je n'en notais rien, juste une vieille isolée, peut-être démente. Je visitai ensuite l'appartement juste au-dessus de la victime. Un homme m'ouvrit, son fils dans les bras, l'enfant en pleurs, le visage trempé de larmes. Le père n'avait pas meilleure mine. Il hoqua la tête. On a entendu un cri, puissant bref, puis des coups, des trucs lourds, qui résonnaient jusqu'à nos os. Mon fils s'est mis à pleurer tout de suite. Puis, plus rien. Des caméras? Non, mais la caméra du bébé a de l'audio. Je peux vous envoyer l'extrait. Je pris ses coordonnées et le fichier audio. De retour en bas, j'interrogeai le propriétaire. Caméra défectueuse, une seule couvrait le couloir de l'étage de la victime. Je revisionnais les 12 dernières heures en accéléré. Rien d'anormal. 4 livreurs, 3 locataires que j'avais déjà vus. Aucun suspect. Quand je retournais à l'appartement, la scène avait été nettoyée. Le sang séché, les balises rangées, mais une chose clochait. Je m'arrêtais au centre du salon, et levais les yeux. Juste au-dessus de la lampe du plafond, près de la bouche d'aération, une empreinte de main ensanglantée. Haute, trop haute pour la victime, qui mesurait 1,60. Même debout sur le canapé, je ne pouvais pas l'atteindre. Un tueur qui laisse sa signature, c'est rare, mais pas inédit. Je pris plusieurs photos et laissai une note dans le dossier. Quelqu'un avait laissé ce message, intentionnellement. Je demandais à ce que des patrouilles régulières soient effectuées la nuit. Quelqu'un ou quelque chose allait revenir. Chez moi, je plongeais dans les recherches. Samantha Ortega, 32 ans, sans casier, travaille en saisie de données, vit seule. Rien d'anormal. Aucune présence masculine récurrente. Son activité en ligne était banale. Café, chat, même. Pas de harceleur, pas d'ex-toxique. Sa vie était trop normale. Une semaine plus tard, un appel. Détective Hanley, on a un autre corps. Même immeuble. Appartement 4C. Je fonçais sur place. L'entrée grouillait d'agents, gyrophares peignant les murs fissurés de rouge et de bleu. L'un d'eux, Géla, tenait un nourrisson hurlant. Le bébé était hors de danger, mais Géla, lui, était au bord de la panique. À l'intérieur, l'odeur de rongeur était pire qu'avant. Il proliférait. Le corps du père, celui que j'avais vu avec son fils, gisait contre un mur. Nuque brisée, plancher fissuré sous son poids, un bras tordu, l'autre arraché, les côtes enfoncées. Mais surtout, il n'avait plus de tête. Pas d'effraction, pas de lutte. Même signature que la précédente. Et à nouveau, une empreinte au plafond, juste au-dessus du canapé. Mais celle-ci était nette, intacte, presque solennelle. Je haïssais cette empreinte. J'examinais la bouche d'aération proche. La grille était déplacée, comme arrachée. Aucune poussière. Quelqu'un ou quelque chose était passé par là. J'ouvris, une puanteur de fourrure humide et d'ammoniac me frappa. Un nid, j'introduisis la main. Une morsure, vive. Je retirai mon bras blessé. Des rats. Les enregistrements des caméras, inutiles. Encore. De retour au poste, j'alignais les 2 empreintes. Un agent entre. C'est quoi ce truc? C'est pas humain, hein? Si, c'est une main de femme. Les analyses confirmèrent mes craintes. C'était la main de Samantha Ortega. Son bras avait été utilisé pour créer cette empreinte. Une semaine après sa mort, le tueur l'avait gardée et s'en était servi. Une provocation. Je fis évacuer le locataire de l'appartement 5C, convaincu que le prochain meurtre se produirait là. L'homme plia bagage en 10 minutes. Le service me donna 1 semaine pour surveiller le lieu. Je m'y installais, armé, déterminé. Le silence nocturne pesait. Vers 3 heures du matin, un bruit, un fracas, puis un hurlement humain, noyé, déchiré. Ça venait de l'appartement voisin. Je fonçai. Quand j'enfonçais la porte de 5D, je crus devenir fou. Une masse mouvante. Un amas de rats agglutinés, formant un simulacre de corps humain. Une silhouette debout, mouvante, faite de centaines de bêtes imbriquées. Sur leur tête, un visage humain déformé, celui du père, et un bras, celui de Samantha. Il frappait un homme, encore en vie, dans une mare de sang. Puis les rats intégrèrent le nouveau bras à leur force. Je vidai mon chargeur. Les balles perforèrent la masse mais ne l'arrêtèrent pas.
Une brume noire s'échappait des impacts. Il me vit. Son visage tordu tourna vers moi. Ses yeux, des dizaines clignaient en même temps. Je rechargeais. Trop lent. Il frappe. Je fus projeté contre l'encadrement de la porte. Mon épaule hurlant de douleur. Je perdis conscience un instant. Quand je relevai la tête, il avait disparu par la bouche d'aération, laissant derrière une nouvelle empreinte. On ne retrouva rien. Le bâtiment fut évacué pour de bon. Et moi? Je fis pression sur le propriétaire. Je le menaçai, mentis, falsifiai des preuves. Et j'obtins gain de cause. L'immeuble fut scellé, puis fumigé de fond en comble. Ce qu'ils trouvèrent au bout de 3 jours, un amas grotesque, gonflé, tordu, grouillant de restes humains et de rats. Un roi des rats, m'ont-ils dit. Les membres manquants des victimes y étaient intégrés. Les journaux parlèrent d'infestation historique. La police classa l'affaire, sans suspect. Mais moi je sais, je l'ai vu.